Et donc, quelle est la place du Danemark dans toute cette histoire? C'est assez complexe à mon avis. Le Danemark, c'est un pays extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. La façon que je le vois, c'est les Vikings ont conquéri l'Europe et l'Europe a conquéri le monde. Et donc, quand on regarde à l'ONU, par exemple, tous les drapeaux, puis les motos, puis les armoiries, ça, c'est des trucs qu'on retrouvait dans les États-nations vikings. C'est de là que ça vient, à cause de cette colonisation-là. Le Danemark, c'est le plus vieux royaume au monde, c'est-à-dire que c'est la plus vieille continuité de rois et reines au monde. Et donc, oui, c'est un pays extrêmement important pour plein de raisons. C'est peut-être la meilleure social-démocratie. Tu sais, c'est un pays où la politique est extrêmement présente, où ils ont voté pour beaucoup de choses. Ils ont un tissu social très fort. Et par contre, c'est pas une fédération. Et donc, le Groenland appartient véritablement au Danemark, mais il y a quand même, malgré que ce n'est pas une fédération, tu sais, juste rappeler vite fait la définition d'une fédération, c'est essentiellement des États ensemble, comme les États-Unis. Donc, les États américains peuvent avoir des constitutions. Le Québec pourrait avoir sa constitution. Euh, bon, évidemment, il y a le fédéral qui va venir un peu chapeauter tout ça, qui va avoir une constitution aussi qui va un peu primer à certains égards dans ses compétences. Et donc, je le dis parce qu'au Danemark, c'est pas comme ça. Mais il y a quand même un territoire au Groenland et les gens au pouvoir dans ce territoire-là sont des souverainistes. Mais la souveraineté, pour eux, c'est pas une question de dire on fait un référendum, puis au lendemain du référendum, on est souverain. C'est plus une question de dire tranquillement, justement, on veut développer nos compétences jusqu'à une autonomie. Et donc, c'est un peu comme si vous voulez devenir de plus en plus une fédération jusqu'à ultimement peut-être devenir un pays. Mais l'affaire, c'est qu'aux États-Unis, ils ont déjà des bases là-bas. Ils ont déjà des militaires là-bas. C'est pas du tout comme la situation du Venezuela. Donc là, lui, c'est sûr, Trump, il aime bien dire qu'il veut le Groenland puis qu'il veut que le Canada devienne le 51e État. À mon avis, c'est juste une tactique de négociation. Parce que il n'y a pas du tout la même situation que le Venezuela où là, il y avait un narcotrafiquant puis des preuves puis tout ça. Et donc, même si évidemment, c'est pas pour ça qu'il fait ça, Trump, il y avait quand même des conditions qui faisaient en sorte que la communauté internationale n'était pas pour s'opposer à lui. Est-ce que de vraiment prendre le Groenland comme une expansion territoriale ferait la même affaire? Bien, premièrement, ce serait soit la fin de l'OTAN ou les pays de l'OTAN réagiraient militairement, puis ça créerait une guerre interne qui ferait en sorte que finalement l'OTAN serait tellement affaiblie que ce ne serait pas à l'avantage des États-Unis. Mais tu sais, les États-Unis ont déjà des bases militaires partout. Tu sais, c'est comme au Japon, c'est leur plus grosse base militaire externe. Là. Je pense qu'ils ont 60 000 soldats, quelque chose comme ça, au Japon, parce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ne pouvaient pas avoir une armée d'attaque, seulement de défense. Et donc, le volet avec la potentialité d'attaquer est le volet américain. Ça faisait partie de leur entente, là, plan Marshall, tout ça, de fin de guerre. Le plan Marshall, c'était-tu en Europe ou au Japon aussi? Je me souviens plus. Mais bon, c'était l'espèce d'entente après les Tokyo Trials, les procès de Tokyo, de reconstruire le Japon, mais en coalition. J'en parle juste parce que les États-Unis sont déjà partout. Ils ont déjà juste leur... Comment ça s'appelle donc? C'est pas des... non, j'ai le mot bombardier en tête, mais c'est pas ça du tout. Des porte-avions. Leurs porte-avions, avec les sous-marins qui les entourent, là, c'est quasiment des îles flottantes qui peuvent aller partout, qui sont extrêmement puissantes en capacité de tir. Euh, bref, le pouvoir, ils l'ont déjà. Donc, ce qu'ils essayent, à mon avis, de faire, c'est plus économique. Et ça m'amène au cœur de ma problématique, c'est-à-dire le pouvoir économique pas au Japon, aux États-Unis, est telle, quand on compare par exemple avec la social-démocratie danoise, qui n'est pas du tout l'extrême gauche, qui oui, effectivement, peut être problématique, mais Marx, à la base, parlait plus de l'aliénation du travail pour être essentiellement un esclave pour quelqu'un d'autre. Donc, les oligarches qu'on voit qui émergent beaucoup des États-Unis, parce que c'est un des endroits au monde où il y a le plus de liberté économique, le moins de taxes à payer. Et donc, ce que ça crée, c'est des rois. Et donc, dans leur espèce d'idée de créer un espèce de pays où il n'y a plus de royauté, puis on est libre, puis we the people, nous les gens, ça fait le contraire. Et donc, ce qu'on voit dans l'évolution de l'économique
du pouvoir de l'argent ou du capitalisme, peu importe comment tu veux l'appeler, aux États-Unis, c'est que moins tu mets de politique pour contrôler l'économique, c'est un peu comme, d'un point de vue ésotérique, c'est comme si moins tu mettais d'âme pour contrôler ta personnalité. Et donc, ta personnalité devient folle, ta personnalité devient chaotique, ta personnalité devient désorganisée, malade, elle fait n'importe quoi. Et c'est ça que l'économie fait aux États-Unis. Elle essaie de faire de l'expansion économique tout croche, font des guerres un peu n'importe comment, polluent n'importe comment, parce qu'ils sont contre les règles. Mais, tu sais, quand les Lumières sont arrivées en Europe, là, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, c'est 17e, 18e siècle, c'est 18e siècle, peu importe. Bon, ça a sûrement commencé au 17e anyway. Mais quand les Lumières sont arrivées en Europe, l'idée, c'était de dire les règles de l'âme doivent primer sur la superstition religieuse. Mais c'est une façon de dire l'espèce d'irrationalité. Tu sais, c'est pas une façon de dire Dieu n'existe pas. C'était pas des arguments athées. C'était des arguments de dire l'espèce de pensée magique qu'on retrouve dans la religion qui refuse la rationalité. Autrement dit, la pensée émotionnelle qui est fondée juste sur mon clan, ton clan, ce que j'aime pas. Toutes les paires de dualité émotionnelle doivent être subjugués au pouvoir de la raison pure, qui lui est comme le pouvoir de l'âme, qui est comme une lumière, de là les lumières, et qui illumine ta vie. Et donc, pour moi, le politique fait un peu ça. C'est les règles, c'est de dire, on va voter justement social-démocratie, c'est-à-dire qu'on va voter des règles pour vivre ensemble dans notre social, mais avec la démocratie, de façon à ce que, oui, on trouve des avantages de collaborer, de coopérer, mais sans que ça soit sans que ça devienne une dictature du peuple, supposément, qui en réalité est juste celle de Mao ou de Staline. T'sais. Donc, ce qu'on veut, c'est une démocratie qui, ensemble, choisit pour des trucs ensemble. Donc, c'est vraiment l'aspect groupe qui se manifeste dans cette évolution politique-là. Tandis que l'aspect économique ou capitaliste, c'est essentiellement un aspect compétition. C'est essentiellement un aspect de dire moi contre toi, j'ai le droit de te dominer. Si tu n'as pas assez travaillé fort, si tu es né infirme, tu es faible, tu mérites de mourir, tu mérites de ne pas avoir accès aux soins de santé, etc. Et donc, toute cette espèce d'évolution-là qu'on voit aux États-Unis, tu sais, on aime bien diaboliser les gens, hein, tu sais, ah, Musk est de même, tu sais, voyons, j'oublie le nom du gars d'Amazon, là, ou Zuckerberg, ou Bill Gates, ils sont de même, nanana, j'aurais fait ça avec son argent, mais la question n'est pas là. La question est de dire, en tant que politique, on devrait délimiter leur pouvoir de façon à ce que notre démocratie prime sur leur pouvoir individuel économique. Tu sais, au Japon, par exemple, on peut dire des choses comme ah, tu sais, je suis trop individualiste pour aller au Japon, j'aime pas comment ils sont vers la conformité, mais en réalité, ils sont beaucoup plus dans l'unité, dans le respect des diversités, parce que l'idée, c'est pas tant d'être pareil, l'idée, c'est de dire, si une personne contraint aux règles, par exemple, parle fort dans le métro en manquant de respect à tout le monde, rapidement, les Japonais vont parler contre cette personne-là. Et donc, cette unité-là, là, à ce moment-là, c'est pas de dire on va respecter ton droit de déranger tout le monde pendant qu'on se repose avant d'aller travailler. Non, c'est de dire on est tous d'accord que notre trajet de train est là pour qu'on se repose. Puis c'est un moment de détente pour nous, c'est comme une méditation. Et toi, tu viens nous déranger. Et donc, c'est un code qui s'est développé sur des siècles, même des millénaires. Et donc, par exemple, on va avoir des situations dans nos sociétés où un politicien va sortir dans la rue puis il va dire d'une femme qui s'est faite battre et tuer par son mari, plus jamais, mais ça veut dire quoi, plus jamais? Si tu es dans une société que quand tu sors d'un wagon de métro, puis les gens, ils rentrent en te poussant, en t'empêchant de sortir, ce qui fait aucun sens, laisse-les sortir, c'est de même que ça va avoir de la place pour toi. On n'est même pas capable de le dire. On n'est même pas capable de... On a tellement peur du conflit qu'on n'est même pas capable de dire à la personne « Hey, la règle, c'est les gens sortent du métro d'abord. » Et qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand le gars va battre sa femme? Il n'y a personne qui va venir dire « Hey, ça se fait pas. » Tandis qu'au Japon, évidemment, tu faisais trancher la tête pour ça. Et donc, ça a développé une culture qui a moins peur de la mort, mais surtout qui a une capacité à imposer des règles puis dire c'est pas uniquement une question de hiérarchie, c'est une question de démocratie. C'est des règles qu'on a développées ensemble et on est d'accord et on les applique ensemble.
Donc, on n'a pas besoin de dire « Je vais appeler la police, il y a un gars qui parle trop fort dans le métro. » Non, les gens vont se lever, ils vont dire « Hey, respecte-nous. » Parce que le « nous » prime sur ton « toi ». Et c'est ça, dans le fond, ce que le politique, le haut contrôle le bas et non pas le bas contrôle le haut. Le politique subjugue, doit subjuguer l'économique. Et donc, ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis, c'est essentiellement un homme d'affaires. Bon, on peut critiquer Trump tant qu'on veut, mais l'affaire, c'est que pour moi, le problème, c'est pas Trump, le problème, c'est pas Musk, le problème, c'est pas Zuckerberg. Le problème, c'est que leur système est fait d'une façon telle que ça l'encourage les Zuckerberg à venir dire au Canada, quand on fait une loi en disant que les grandes compagnies doivent faire des redevances par rapport aux profits qu'ils font avec les médias sur notre territoire, bien qu'eux autres décident qu'ils censurent de façon telle que là, maintenant, on ne peut plus partager de nouvelles sur Facebook à cause d'une compagnie privée étrangère. Et donc, c'est ça que ça fait, l'économique. Ça s'immisce, ça se tranquille, puis là, un individu peut se mettre à contrôler des pays. Ça fait aucun sens. Ça doit primer. Donc, c'est pour ça que c'est important, le droit international, puis c'est pour ça que c'est important qu'on travaille à trouver des lois et qu'on les respecte. Si tu es contre la loi, tu as le droit, mais il faut en parler en changeant la loi. C'est un peu pour ça aussi que ça m'énerve le débat au Moyen-Orient par rapport à dire on va se libérer d'Israël, parce qu'Israël a été créé suite à un vote démocratique. Et donc, c'est ça la loi. C'est ça que la loi a décidé. Là, après, si toi, ta réponse, c'est les armes, ben, sois pas surpris que ça crée une guerre perpétuelle, parce que la réponse, ça ne sera jamais de dire les gens qui sont nés dans l'État d'Israël en ce moment, ça fait 77 ans que ça a été créé. Et donc, c'est quoi l'idée? On va les déménager en Pologne? Ça fait aucun sens. On va créer un autre problème en Pologne, anyway. Donc, cette idée-là, de dire j'étais contre la décision démocratique qui a été faite il y a 70 ans, je vais utiliser les armes. C'est la même affaire de dire je suis contre la décision qui a été faite au Parlement canadien par rapport à comment les médias doivent redistribuer de l'argent avec les profits qu'ils font avec notre population, comment ils doivent payer des impôts, tout ça. Et le pouvoir économique répond, ben, moi d'abord, je te censure, je fais ci, je fais ça, je te fais des sanctions illégales, parce qu'ils vont contre une loi qui a été passée par des processus démocratiques d'élection, de débats parlementaires, etc. Et donc, oui, les débats, la démocratie, c'est pas parfait. Oui, on peut continuer d'évoluer dans cette direction-là, mais ça doit toujours être que le politique prime sur l'économique. Quand l'économique prime sur le politique, c'est vraiment comme si la personnalité primait sur l'âme. Et c'est là qu'on voit la toxicomanie, qu'on voit les abus, qu'on voit la destruction environnementale, etc. Et donc, pour moi, ce qu'on voit en ce moment, c'est même pas Trump, c'est juste la problématique d'un pays qui refuse toute idée d'une social-démocratie et qui s'enfonce dans une obsession au profit. Et c'est ça qui est en train de détruire l'humanité. C'est ça le danger. Le vrai danger actuellement, c'est l'espèce de pieuvre économique avec ses tentacules partout qui est en train de détruire l'environnement. Tu sais, chez les Grecs, écologie puis économie, ça avait la même racine parce que ça veut dire maison. Fait que c'était comme la science de la gestion de la maison. Mais ultimement, la véritable économie, c'est une forme de gestion de l'écologie de façon à respecter notre territoire. Et si on le regarde de ce point de vue-là, c'est un peu évident que c'est surtout des décisions politiques. Après, est-ce que tu peux avoir comme un peu des règles qui font en sorte qu'à l'intérieur d'une bulle, il peut y avoir une liberté de créativité économique, capitaliste, des opportunités entrepreneuriales? Oui, mais ça doit toujours être fait à l'intérieur de règles qui, elles, font en sorte que le pouvoir économique ne peut pas tout à coup détrôner le pouvoir politique et créer des rois médiévaux beaucoup plus puissants que des rois médiévaux. Et donc, c'est une perte, la démocratie, parce que c'est une perte du nous au profit d'un petit moi narcissique égocentrique qui veut juste plus de choses. Tu sais, Trump faisait la morale au monde en disant d'avoir moins de poupées. Tabarnak, y en a-tu un qui veut plus de poupées? C'est lui, là. S'il y en a un qui veut plus de poupées, tabarnak. Il n'y a pas pire que lui.